Mercredi 1er décembre de l'an 2021, bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. 30 novembre 1972, 30 novembre 2021, 49 ans déjà que le Bénin a accueilli le discours-programme du général Mathieu Kérékou. La date du 30 novembre rappelle les trois glorieuses. Vous suivrez dans cette édition Hubert Kiebo, jeune à l'époque, journaliste à la retraite qui nous replonge dans le passé révolutionnaire de notre pays, le Bénin. Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. En l'absence de la présidente du bureau de l'Assemblée mondiale de l'OMS, le ministre de la Santé du Bénin, Benjamin Humpati, préside les travaux en qualité de premier vice-président. Le rideau est tombé le dimanche dernier sur la première édition du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball initié par le COUS AC sur les 13 sites universitaires de son ressort. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Une patrouille des forces armées béninoises a été agressée dans la matinée de ce mercredi 1er décembre 2021 dans la commune de Banikwara. De sources concordantes, cet affront aux militaires a été mené par de présumés djihadistes. Selon le quotidien Le Matinal, l'un des deux présumés djihadistes a été neutralisé. Le média rapporte que la scène s'est produite dans les environs du pont de Mékrou, dans le département de l'Alibouri. La présence des hommes armés qui appartiendraient à des organisations terroristes est de plus en plus signalée dans la partie nord du pays, notamment dans les zones frontalières. 30 novembre 1972, 30 novembre 2021, 49 ans déjà que le Bénin a accueilli le discours-programme du général Mathieu Kérékou. La date du 30 novembre rappelle les trois glorieuses. 1914 et 1975 viennent s'ajouter à celle du 30 novembre 1972. Que reste-t-il de ce souvenir 30 ans après la conférence nationale? Hubert Kiebo, jeune à l'époque, ancien journaliste à la retraite, nous replonge dans le passé révolutionnaire de notre pays, le Bénin. Il est au micro de Nasrine Fatoumbi, Atifa Olafa et de Samuel Aguia. Après l'avènement du coup d'État du 26 octobre, le GMR nous a appelés, c'est-à-dire les mouvements estudiantins qui ont pour aspiration la lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, le féodalisme, l'impérialisme et ses valets locaux, le capitalisme, la bourgeoisie,
comprador au Prador. Que les téléspectateurs m'en excusent. Mais nous, en tant qu'élèves étudiants à l'époque, on n'avait pas laissé les autres régimes défunts à faire ce qu'ils veulent. On ne les dérangeait pas les mouvements de grève des lycées. Il n'y avait pas d'université à l'époque, mais les lycées, les collèges, d'où les militaires, jeunes cadres, hauts cadres, bon teint, conscients, courageux, aimant son pays, ont déclenché la révolution au nom du peuple béninois qui souffrait sous les jougs de l'impérialisme international. Où ils sont arrivés, ils avaient leur programme, mais ils ne pouvaient pas imposer leur programme. Ils étaient obligés de faire recours au mouvement estudiantin. On avait notre base à Dakar et à Paris. Au Dahomey à l'époque, c'était Djegui Narcisse, les Adjo Koyans, les Dassondo Gédéon. Il y avait plusieurs mouvements estudiantins, d'où l'UGED, le FACEP, le Rajemo, Odokoya de Savet, les Yanavor, d'Abomey, ainsi de suite. D'où, ensemble, nous avions élaboré le discours-programme. Et celui qui était nommé à la conférence, il y avait 3 discours. Il y avait le FACEN, il y avait les associations des femmes des marchés qui n'étaient pas reconnues. Et ensemble, il y avait 3 discours. Mais quel discours choisi et confié au général, paix à son âme, qui était commandant à l'époque, qui représentait le GMR. On nous a invités le jeudi, le 30 novembre, mercredi, à la salle du peuple. Mais ensemble, unanimement, on a confié la tâche à Mito Baba Florentin, paix à son âme, avec le collectif de l'UGED et des autres mouvements et des syndicalistes. Et c'est de là que ce discours a été retiré, que nous avions confié au commandant Mathieu Kérékou. On avait de hauts cadres militaires. Quand on dit que les militaires sont des abrutis, ne connaissent pas. Non. Cessez d'insulter l'armée béninoise. Jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants de Britanniques militaires bemberekais sont très bons. À l'étranger, ils tiennent la tête. Nous sommes dans le couloir de ces choses-là. Alors, le discours, le lendemain, le défilé, le grand défilé, à la place Goro. Et c'est là où il y a la proclamation du marxisme-léninisme qui serait, ou bien, qui a été, si vous voulez, notre guide philosophique. Et le socialisme, notre voie de développement. Tout a commencé par là. Il faut être clair. Si vous faites une révolution et que vous n'avez pas votre guide et que vous n'avez pas une voie de développement, ce n'est plus la révolution. D'où le GMR avait raison de choisir le marxisme-léninisme comme guide philosophique qui guidera nos pensées et les actions du gouvernement militaire révolutionnaire. Après le discours proclamant l'adhésion officielle du gouvernement du général Mathieu Kérékou
Au marxiste-léninisme, diverses personnalités politiques ainsi que ses propres collaborateurs ont été abattus. Cette période a été marquée par plusieurs événements qui ont contribué au changement de la situation politique au Bénin. Suivons toujours Hubert Clébo qui nous énumère ces changements au micro de nos reporters. Beaucoup de choses ont changé. Pour ceux qui connaissaient le Dahomey, beaucoup, la révolution du 26 octobre et pas le discours, programme du 30 novembre 1972, ça a changé l'image du pays. Le Bénin, qui était l'enfant malade de l'Afrique, car les 12 ans d'indépendance nominale de honte, je dirais bien, les 12 ans d'indépendance nominale de honte, de gabégie, de prostitution. Je ne vais pas peser mes mots. Il faut aller droit au but. Nous conduisait directement vers une guerre entre le Nord et le Sud. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État du 26 octobre, alors là, le Dahomey serait divisé, émietté. On ne serait pas arrivé à une démocratie aujourd'hui. De deux, le GMA a géré ce pays économiquement, financièrement, sans l'aide extérieure, pendant près de 15 ans. Nous allons entrer, si vous le voulez, dans les détails tout à l'heure. En faisant quoi? En commençant d'abord par compter sur nos propres forces, puisqu'avant là, le budget du Bénin était toujours déficitaire, 7 milliards. Alors que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Niger étaient toujours en hausse. Tout d'abord, instabilité de régime politique, les tiraillements, le vol, la corruption, l'exploitation de l'homme par l'homme, les sociétés étrangères, en particulier la France, qui gérait l'économie. Je vais citer, sur le plan agricole, il y avait la CAITA, la CFDT, CAITA, Compagnie africaine de tabac africain, Compagnie agricole de tabac africain, Compagnie agricole de tabac industriel, puisque le Dahomey produisait assez de tabac dans la sous-région. Il y a la CFDT, Compagnie française de développement des textiles, le carburant, Total, BP, Agips, tout ça là, c'était aux mains de la bourgeoisie européenne. Les banques, le Crédit Lyonnais, c'était pour la France. Alors là, vous voulez quoi? Même les fournitures de bureaux, c'était Covax qui gérait. D'où il y avait l'affaire Covax de 114. Mais le GMA, à son arrivée, a mis fin à tout ça là, par ce discours programme. Puisque c'est leur feuille de route. Et les sociétés étrangères ont été nationalisées. D'où il y avait la Sonacop, il y avait la Sonicog, il y avait la BCB, c'était le Crédit Lyonnais qui a été nationalisé. Et il y avait à sa tête, on avait nommé rien que des Béninois. Deuxième session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. En l'absence de la présidente du bureau de l'Assemblée mondiale de l'OMS, le ministre de la Santé du Bénin, Benjamin Nkpati,
préside les travaux en qualité de premier vice-président. La session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS intervient dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19. Nous tenons cette deuxième session extraordinaire dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la COVID-19 qui n'épargne aucun pays, qui évolue de vague en vague, les unes plus meurtrières que les autres, avec des variants qui défient tout l'arsenal de riposte mis en place à travers le monde. Le dernier en date, le variant Omicron, focalise toute notre attention depuis quelques jours, a déclaré professeur Benjamin Nkpati, vice-président du bureau de l'Assemblée mondiale de l'OMS. Les participants à cette session se penchent sur la nécessité de disposer d'un instrument international sur la préparation et la riposte aux pandémies. Professeur Benjamin Nkpati a été élu premier vice-président du bureau de l'Assemblée mondiale de l'OMS en mai 2021. La maladie de la drépanocytose continue de faire des ravages dans notre société. Malgré les conséquences que cause cette maladie, beaucoup continuent de banaliser les tests d'électrophorèse et s'engagent dans des liens de mariage avec des risques de faire des enfants porteurs du gène. Cependant, certains jeunes exigent quand même de leur partenaire avant de s'engager dans une relation le test de l'électrophorèse qui permet de connaître les couples compatibles ou non. À cet effet, quelques étudiants et étudiantes de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se prononcent sur le sujet. Les parents qui exigent le test de compatibilité entre les couples le font pour plusieurs raisons. En effet, ils le font pour que le couple n'ait pas des problèmes dans le futur en ce qui concerne la conception des enfants qu'ils auront. Ils le font aussi pour que ce ne serait pas après le mariage qu'ils vont se rendre compte qu'en effet, ils ne sont pas compatibles. Il est donc primordial pour les couples de connaître leur groupe Rhésus et leur groupe électrophorèse. Et quand ils se rencontrent, ils se posent des questions pour savoir je suis de tel groupe, j'appartiens à tel groupe électrophorèse avant de se mettre en couple pour ne pas tomber amoureux et après se séparer difficilement par la suite. Je pense que ces parents, ils ont pris de bonnes décisions. À leur place, j'aurais fait pareil parce qu'aucun parent ne veut le mal de ses enfants. Si un parent exige que sa fille ou son garçon fasse un test avant de se mettre en couple avec une fille, c'est parce que sûrement il se dit que peut-être que le garçon, il aura des gènes et de drépanocytose, voilà, où la fille aura ça. Donc, quand ils vont se mettre en couple, ils peuvent faire des enfants drépanocytaires, voilà. Et donc, ils prennent des précautions pour que ça n'arrive pas, en fait. Donc, je ne trouve pas ça mal, en fait. Moi, en tant que personne, je trouve que c'est une très bonne initiative. L'initiative des parents d'exiger le test de compatibilité est une très bonne initiative, puisque le but, quand on se marie après, c'est de faire des enfants. Et si on n'a pas la possibilité de faire des enfants qui vont vivre normalement, vivre dans la paix, ce n'est pas bien. Du coup, forcément, on doit faire le test. C'est une bonne initiative que les parents ont en exigeant le test de compatibilité à leur enfant avant le mariage. Puisque si la fille ne fait pas le test de l'électrophorèse et se marie, après le mariage, les enfants qui naissent de cette union sont des complications. On cherche l'argent, on investit tout l'argent dans la maladie. Ce n'est pas une bonne chose. Puisque vivre ensemble, c'est se construire. Maintenant, construire la maladie, ce n'est pas une bonne chose. Non. Je vois que la meilleure des choses, c'est de faire le test avant de se marier. Comme ça, on saura que dans l'union, on va construire maison, acheter voiture et faire la belle vie. De mon point de vue, c'est une bonne chose, puisque ça permet d'éviter, par exemple, aux enfants qui seront issus du mariage, les maladies comme le drépanocytose, tout ça, qui fait dépenser beaucoup. Et voilà, c'est d'ailleurs pour ça même que c'est bien de faire ces tests-là et savoir les compatibilités en même temps pour ne pas créer des problèmes aux enfants après. Par rapport au test d'électrophorèse, c'est vraiment obligatoire
obligatoire parce que avant de se mettre en couple, il faut vraiment que les conjoints fassent ces genres d'analyse pour éviter demain des enfants malades, des enfants de forme grave. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai pris l'initiative dans notre école ici à ESAE, parce que l'étudiant qui a déjà mis pied en première année est déjà majeur. Donc, avant qu'il ne choisisse, il faudrait qu'il sache déjà de quel groupe choisir pour pouvoir bien s'installer demain. Quand il n'y a pas de compatibilité entre vous, avec le temps, vous faites des enfants qui meurent ou malades, qui ont des problèmes génétiques, des malformations. Ça ne sert donc à rien de faire venir un enfant au monde au nom de l'amour et le faire souffrir par la suite. C'est pour ne pas avoir des enfants malades demain que nous évitons tout ça là. C'est important, c'est très très important, parce que quand vous mettez des enfants au monde et qu'ils souffrent, même la société vous regarde de mauvais œil, parce que vous dépensez tout ce que vous aviez sur l'enfant, mais on sait que tôt ou tard, là, il va mourir ou bien quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est très, très important de faire les tests de compatibilité avant de se mettre en relation avec quelqu'un. Ou même si on n'a pas encore fait, on voit que ça devient plus sérieux. C'est important quand même d'aller faire pour voir ce que ça donne. C'est une obligation, parce que même quand il y a l'amour et qu'il y a plus de bas que de haut dans l'amour, là, on voit que ça ne dure pas en fait. J'ai une petite amie et j'ai eu à faire les tests. Pour ma part, je suis AA et ma petite amie aussi. Donc. J'ai une petite amie. Moi, je n'ai pas encore fait. Lui, il l'a déjà fait pour lui. Donc, j'attends faire cela. Je n'ai pas une petite amie, pour dire la vérité, mais bon, j'ai déjà fait mon test de compatibilité. Je suis AA. J'ai déjà regardé ça depuis. Bon, c'est même pas moi, c'est mes parents qui ont fait ça depuis que j'étais enfant. Donc, voilà. Un véritable coup de balai est annoncé dans le secteur des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zemidjan. Après les taxis et minibus, le préfet Alain Orunla entend réorganiser la circulation des Zemidjan à Cotonou. Le secrétaire général de l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, Abraham Agbokounou, a levé un coin de voile sur la prochaine cible du préfet Alain Orunla dans le littoral. Dans un entretien rapporté par le matinal, ce dernier informe que bientôt le secteur des Zemidjan sera assaini. La première obligation qui leur sera faite est d'avoir une assurance pour la moto et celle de prendre uniquement des personnes, a déclaré Abraham Agbokounou. Des propos qui laissent entrevoir une traque aux conducteurs de taxi-moto habitués au surcharge à Cotonou. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Le Nigeria a détecté sur son territoire 3 premiers cas du Omicron, le nouveau variant coronavirus qui se répand à travers le monde. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date de ce mercredi 1er décembre 2021 par les autorités sanitaires du pays. En réponse à la menace du nouveau variant Omicron du coronavirus, le Canada a interdit hier mardi 30 novembre l'entrée sur son sol des voyageurs en provenance du Nigeria, du Malawi et de l'Égypte, portant ainsi à 10 le nombre de pays d'Afrique bannis par Ottawa. Le ministre de la Santé Jean-Yves Duola, lors d'une conférence de presse, a indiqué que les ressortissants étrangers qui ont transité ou séjourné dans ces 10 pays ne peuvent pas entrer au Canada s'ils y ont séjourné au cours des dernières 2 semaines. Le Japon a demandé aux compagnies aériennes de suspendre toutes les nouvelles réservations à destination de son territoire pendant une durée d'1
d'un mois face aux craintes concernant le variant Omicron. L'annonce a été faite par le ministère nippon des Transports ce jour, mercredi 1er décembre 2021. Dans un lycée américain à Michigan, un jeune de 15 ans a ouvert le feu hier mardi, faisant 3 morts parmi les élèves et 6 blessés, dont un enseignant. Le responsable de la police d'Oxford annonce que le présumé tireur lui-même, élève de l'établissement, a été arrêté et n'a pas expliqué son geste. Sport dans cette édition. Le rideau est tombé le dimanche dernier sur la première édition du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball initié par le COUS AC sur les 13 sites universitaires de son ressort. À l'université d'Abomey-Calavi, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC en basket et la faculté des sciences agronomiques FSA en foot ont remporté les palmes d'or devant la directrice du COUS, Claudine Ghislaine Fagbohon, et les responsables étudiants. Reportage, c'est Larios à Djagbenou. C'est l'apothéose du premier championnat pluridisciplinaire de football et de basketball du COUS AC. Au thème d'une finale serrée, la faculté des sciences agronomiques FSA a pris le dessus sur la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de 1 en foot. Ce soir, c'est la communion, l'unité, la rage de vouloir gagner parce que nous avons un défi à relever. Nous n'avons jamais franchi les caps des phases à élimination, mais cette fois-ci, nous étions en finale et nous étions prêts à tout donner pour pouvoir arracher cette victoire et nous sommes tous heureux. Trop d'essais de confiance. Ils ont eu trop confiance en eux, ce qui a fait qu'on a perdu certaines balles, y compris moi également. Mais avec les entraînements, je pense qu'on pourrait faire mieux. En basket, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC a remporté le titre devant la faculté de droit et sciences politiques FADESP au bout du suspense, 39-38. C'est une joie immense parce qu'on avait perdu le dernier tournoi contre la même équipe, donc on a dû travailler pour pouvoir prendre cette victoire. On a regardé ce qu'ils ont comme avantage, c'était la taille, on n'a pas trop de grands, donc on a dû fermer le bas, c'est tout. On les a obligés à jouer en haut, on a fait notre basket. Rien n'a manqué, et il faut dire, c'est le jeu, il faut un vainqueur, il faut un perdant. Et nous avions donné le meilleur et la chance, vous constatez avec le score, c'est 38-39, donc la chance n'est pas au rendez-vous et donc ils savent que la FADESP est capable, la FADESP a des talents. Et donc, le match a donné ce que ça a donné. Et nous sommes là. Nous allons encore nous perfectionner, travailler davantage pour d'autres rendez-vous. Joyeux, heureux, enthousiasmés, les étudiants ont vibré autour de leur passion pendant une semaine. Les étudiants louent l'initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS AC et expriment leur gratitude à ses responsables, en l'occurrence à la directrice Claude Ghislaine Fagbohon. Nous remercions vraiment la directrice et son staff pour cette organisation parce que nous avons remarqué cette fois-ci que les matchs commençaient à l'heure. Il y a eu beaucoup de changements et ceci a vraiment fait que le tournoi s'est passé dans les bonnes conditions. Je dirais que c'est déjà très bien. L'essentiel c'est déjà que les gens jouent, c'est le plus important et que le basket puisse tourner chaque fois. Je pense que les prochaines éditions, ça serait encore plus meilleur. Nous ne pouvons que remercier le COUS qui nous a permis encore une fois de révéler les talents qui sont dans notre faculté et je pense que le COUS est resté avec nous. Ils savent désormais ce qui manque, ce qu'ils doivent améliorer pour que désormais l'organisation soit plus parfaite, comme vous voulez de le souligner. Les organisations estudiantines abondent dans le même sens que les joueurs, tout en les félicitant pour leur participation active à la réussite de la compétition. Je voudrais simplement remercier toutes les équipes qui se sont engagées dans la compétition et notifier que les équipes qui n'ont pas eu cette chance-là, les équipes qui n'ont pas eu le privilège de venir à la phase finale n'ont pas démérité. Nous allons fournir et consentir beaucoup d'efforts pour les éditions à venir afin de relever ces défis-là. Et féliciter enfin les équipes finalistes et leur souhaite donc de fournir plus d'efforts afin d'être toujours champions.
Le COUS AC a gratifié les champions d'un trophée, plus une enveloppe financière dans chaque discipline sur les 13 sites universitaires. Le championnat pluridisciplinaire 2021 de football et de basketball hâte la renaissance du sport universitaire. J'ai vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette activité. Et je vois que le sport renaît sur tous nos campus. Je voudrais vous encourager à continuer, à vous entraîner pour que l'année prochaine, nous ayons plus de discipline, nous engagions plus de discipline dans ce championnat. Je voudrais vraiment remercier le comité d'organisation dirigé par le CESAX, M. Léopold Gaoumede, avec l'aide des organisations estudiantines. Nous travaillons maintenant la main dans la main et nous saluons les réformes qui ont été pensées par le gouvernement et qui nous ont permis d'être là aujourd'hui. Le rideau tombé sur le championnat pluridisciplinaire. Rendez-vous courant mi-décembre pour les Jeux intercampus qui vont réunir les vainqueurs au campus d'Abomey-Calavi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.